Bonjour à tous. Alors j'ai souhaité réaliser cette vidéo pour tenter de répondre, ou en tout cas d'apporter un éclairage sur une question qui m'a été posée de façon assez récurrente au cours de ces derniers mois suite à mes dernières conférences. Cette question concerne une notion à laquelle j'accorde une certaine place dans mes dernières interventions et qu'on pourrait résumer sous la notion de transcendance ou de spiritualité. Alors la question qui m'a été posée est de savoir quelle place j'accorde à la transcendance et à la spiritualité, non seulement dans mes analyses, mais aussi d'un point de vue plus personnel. Alors je répondrai à cette question d'abord sur le plan de l'analyse. Le fait est, pour ceux qui ont pu prendre connaissance de mes livres ou de mes conférences, que le libéralisme, la spécificité du libéralisme en tant qu'idéologie, c'est essentiellement la destruction ou en tout cas la réduction du statut, de la valeur, de la place accordée à un certain nombre de notions, parmi lesquelles la transcendance, la religion, la spiritualité et le sacré. En d'autres termes, le libéralisme s'appuie essentiellement sur une réduction de l'être humain à sa sphère corporelle, à sa sphère matérielle, et la réduction de l'être humain à sa sphère corporelle et matérielle va supposer en contrepartie une sorte d'amputation de sa dimension spirituelle et transcendante. Le but étant pour l'idéologie libérale de n'avoir plus affaire à des individus conscients, à des individus qui soient des sujets capables de pensée critique, capables d'élévation spirituelle, non plus donc avoir affaire à des sujets conscients, mais plutôt à des atomes sociaux qui ne soient préoccupés uniquement que de satisfaction matérielle immédiate, qui ne soient préoccupés que de jouissance physique sans limite et sans retenue, puisque à travers cette transformation de l'individu en animal sensible, eh bien finalement le libéralisme produit l'individu le plus conforme à son projet double, qui est d'abord d'ordre économique, à savoir le capitalisme mondialisé, qu'on peut désigner en termes marxistes par le règne du fétichisme de la marchandise, une expression qui a été beaucoup reprise ces derniers temps par le philosophe Francis Cousin à la suite de Marx. Et donc cette réduction de l'être humain à sa dimension pulsionnelle, à sa dimension animale, va venir correspondre parfaitement aux attentes du libéralisme en termes de consommation. En d'autres termes, on pourrait dire que l'idéologie libérale a pour fonction de canaliser le désir de l'individu pour ensuite l'orienter vers l'acte d'achat et ainsi asseoir son règne économique. D'un autre côté, la réduction de l'être humain à sa sphère corporelle et sensible, autrement dit, cette réduction de la sphère spirituelle ou, disons, symbolique, immatérielle de l'homme, bien, cette réduction va avoir également pour but d'entretenir ce que j'ai proposé d'appeler, là encore à la suite de Marx, une véritable aliénation idéologique du libéralisme. Qu'est-ce que l'aliénation ? L'aliénation, c'est le processus par lequel l'individu se trouve dépossédé, dépouillé des outils de sa liberté. Autrement dit, l'aliénation consiste à faire en sorte que la domination ne s'exerce plus par la contrainte de l'extérieur, mais qu'elle soit admise, intégrée, assimilée par l'individu lui-même, si bien que l'obéissance à cette idéologie va pouvoir être vécue par l'individu comme un acte de liberté. Autrement dit, l'aliénation, c'est le procédé par lequel la domination se fait oublier comme domination, puisqu'alors elle se fond dans la pensée et la conscience de l'individu, elle finit par ne plus être vécue comme une servitude, mais comme un libre choix. La réduction de l'être humain à sa dimension sensible, c'est donc ce qui va permettre à cette idéologie de s'incorporer dans l'individu au point d'être vécue non plus comme une sorte de commandement de la domination, mais au contraire, comme une règle de vie librement choisie. Donc si je reprends la question qui m'a été posée,
l'importance que j'accorde à la notion de transcendance dans mes analyses vient essentiellement du fait que c'est cette transcendance elle-même qui représente aujourd'hui un obstacle à l'hégémonie mondiale du libéralisme. Pour le dire d'une manière un peu plus claire, tant qu'il y aura de la spiritualité à la surface de cette planète, le libéralisme n'aura pas accompli son projet initial de réduction des corps et des âmes humaines. Donc voilà pour ce bref résumé à propos du statut de la notion de transcendance dans mes livres. Maintenant, si la question est de savoir quelles sont mes croyances personnelles, eh bien je dirais que, là encore, je ne me donne pas d'étiquette, je ne me définis ni comme un croyant, ni comme un athée. Je pense que c'est un positionnement d'ailleurs qui me permet de pouvoir être un interlocuteur à la fois avec les uns et avec les autres, sans finalement me laisser influencer par une identité religieuse ou spirituelle qui serait la mienne et qui me porterait peut-être à faire preuve de certains préjugés à l'égard de mes interlocuteurs qui, eux, se définiraient autrement. Donc j'accepte parfaitement le débat sur le terrain spirituel et religieux, mais je n'en fais pas pour autant le prisme sous lequel j'envisage la question de la domination politique. Maintenant, si je veux être un petit peu plus précis et peut-être un peu plus complet dans ma réponse à cette question, eh bien, je me contenterai simplement de faire valoir le fait que d'un point de vue anticapitaliste tel qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire tel que l'extrême gauche est supposée l'incarner, dans ce discours, il est fait référence à une notion qui elle-même puise son origine dans une idée de transcendance, puisque cette notion, c'est la notion de justice, et la notion de justice se trouve au cœur du projet révolutionnaire, communiste, anarchiste ou socialiste. C'est sur la notion de justice sociale notamment que les revendications en faveur des milieux ouvriers ont pu naître. Sans cette idée d'une justice à partir de laquelle l'ordre politique et économique doit se fonder, eh bien, sans la reconnaissance de cette notion d'origine parfaitement transcendante, eh bien, le projet socialiste, le projet anarchiste, le projet anticapitaliste n'aurait pas le moindre sens. Autrement dit, la notion de justice en tant que valeur immatérielle, en tant que produit d'une faculté de symbolisation de l'homme, c'est-à-dire la capacité à produire un idéal, eh bien, sans cette notion transcendante, ce projet-là n'aurait pas le moindre sens et aucune critique du capitalisme ne pourrait être recevable. Rappelons ici que le capitalisme va au contraire naître dans l'idée qu'il n'y a aucune valeur qui transcende les individus et que le libéralisme, c'est finalement le modèle à la fois politique, économique et culturel le plus conforme à la nature de l'être humain, cette nature étant supposée pour les libéraux une nature égoïste, une nature individualiste, à savoir qu'aucun acte ne pourra être accompli sans qu'il y ait derrière la recherche ou la motivation d'un intérêt. On voit donc ici clairement en quoi le libéralisme, lui, fait de l'anéantissement de toutes les valeurs symboliques, transcendantes et immatérielles sa condition même d'existence. A l'inverse, le socialisme, lui, doit nécessairement se fonder sur un idéal de justice sociale, je dirais même un idéal d'harmonie sociale et peut-être même d'ordre social. Je rappellerai ici la phrase de Proudhon qui disait « L'anarchie, c'est l'ordre moins le pouvoir ». Il ne disait pas l'anarchie, c'est l'absence d'ordre. Non, non, au contraire. L'anarchie, c'est un ordre spontané, un ordre sans autorité, puisque l'autorité est alors reconnue comme étant ce qui corrompt la justice sociale et l'harmonie sociale. Donc sur ce point-là, on peut dire que les anarchistes accordent finalement une valeur bien plus importante à la notion de transcendance que les libéraux qui, eux, au contraire, prônent un scepticisme des valeurs, un relativisme des normes intégrales, qui fait de toute tendance spirituelle une affaire strictement privée, qui ne regarde que l'individu et qui ne doit surtout pas interférer dans les affaires publiques. Donc, je pourrais faire cette réponse finalement en disant que la notion de transcendance me semble prépondérante dans l'analyse anticapitaliste, précisément parce que, à l'origine, c'est la référence à l'une de ces valeurs, à l'une de ces idéalités, pour le dire
en jargon philosophique, que le projet anticapitaliste a pu éclore. Je dirais donc que toute critique de la domination capitaliste, toute critique cohérente de ce système à la fois économique et politique et idéologique, ne peut pas faire l'économie d'une référence à ces notions transcendantes, tout simplement parce qu'elles sont des concepts et des valeurs qui ont été fondamentaux dans la lutte pour la justice sociale. Le seul fait de se référer à la notion de justice sociale témoigne de cette référence, consciente ou inconsciente, à une notion transcendante. On pourrait dire, si on voulait aller plus loin, que pour les libéraux il convient de prendre l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire avec ses défauts, avec ses travers, avec ses vices, des vices qui sont considérés comme constitutifs même de la nature humaine. Donc on voit bien ici la coloration très pessimiste de l'anthropologie libérale qui, selon le mot de Pascal, disait que l'homme était incapable de bien et de vrai. Autrement dit, l'homme est mauvais par nature. Eh bien, face à cette philosophie du soupçon, pour reprendre l'expression de Jean-Claude Michéard, va venir s'opposer, au contraire, une vision beaucoup plus optimiste finalement, beaucoup plus utopique de la nature humaine, c'est-à-dire la vision socialiste, qui considère, conformément à l'étymologie du mot social, que l'individu n'a de statut que par le statut qu'il acquiert par le groupe. Autrement dit, le socialisme postule la préexistence de la relation par rapport à l'individu. Si vous préférez, pour les socialistes, ce qui est fondamental, ce n'est pas l'individu, mais c'est le lien, c'est la relation qu'il établit avec autrui, puisque l'individu n'acquiert sa plénitude que par son rapport à l'autre. Ici, on retrouve les définitions qui avaient été données dès l'Antiquité de la société politique. La société politique, c'est le rassemblement d'individus qui, confrontés à l'impuissance de leurs conditions individuelles, comprennent qu'ils ont besoin les uns des autres, qu'ils ne sont pas totalement indépendants, c'est-à-dire qu'ils dépendent les uns des autres. Ils dépendent les uns des autres parce que seuls, ils ne peuvent rien réaliser de réellement grand. Donc je vais un petit peu rapidement, mais simplement, retenez que dans la vision socialiste, anarchiste ou anticapitaliste, c'est d'abord le lien qui préexiste à l'individu. Et la notion de justice sociale, la notion de justice en général, suppose bien cette idée qu'il y a quelque chose qui transcende l'individu, qui le parcourt, qui le dépasse, qui l'excède, et que l'individu n'a de sens, n'a de valeur et n'a d'identité que par rapport à ce grand tout dans lequel il s'inscrit. On peut ici prendre l'exemple de l'enfant qui naît. L'enfant naît dans un monde qui est déjà là, un monde dans lequel il va vivre, et ce monde, il va le laisser poursuivre sa route, c'est-à-dire que le monde l'aura excédé de part en part, à la fois par le passé et par l'avenir, et l'individu participe au monde davantage que le monde participe à l'individu. Donc on voit ici que l'individu n'est qu'une émanation d'un tout dans lequel il est compris, et dans ce grand tout, eh bien, il y a également le groupe auquel il appartient, la communauté, la collectivité, la société, la famille, quel que soit le nom qu'on lui donne. Dans tous les cas, il émane, il procède d'une entité collective qui le précède et sans lequel il n'aurait pas de véritable individualité. Le collectif ne s'oppose pas à l'individualité, le collectif s'oppose à l'individualisme, c'est-à-dire au culte de l'individu pouvant ici être défini comme l'ego. L'égoïsme, l'individualisme, c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. L'individualité, cela n'a rien à voir. L'individualité, c'est simplement le fait de pouvoir se distinguer du groupe pour pouvoir développer sa singularité. Mais cette singularité, elle ne peut émerger que par référence, directe ou indirecte. Elle ne peut se construire que par rapport à une norme ou à une référence déjà posée, déjà donnée, face à laquelle l'individu peut se construire. L'individu ne peut s'émanciper du groupe et de ses règles qu'à partir du moment où ce groupe et ses règles ont été posées et instaurées. Et si on voulait résumer la question, on pourrait simplement dire pourquoi préférer l'autre à soi? Et toute la problématique se ramènerait finalement à cette question. Pourquoi préférer l'autre à soi? C'est un choix qui relève d'une transcendance. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de démontrable. Vous ne pouvez pas dire « je préfère vivre égoïstement » ou « je préfère vivre de manière altruiste ». Vous ne pouvez pas dire cela sans vous engager sur le plan de la transcendance, sans vous engager sur le plan spirituel, alors que ce sont des positionnements qui finalement traversent les clivages habituels. On peut parfaitement être quelqu'un
qui va voter à droite et se retrouver dans une logique altruiste. On peut très bien être quelqu'un qui vote à gauche ou à l'extrême gauche et revendiquer cette esthétique du partage et de l'altruisme et au final se comporter dans sa vie personnelle comme un parfait égoïste. Donc vous voyez, ce sont des clivages qui transcendent complètement nos identités politiques et je pense que aborder sous cet angle la question de la spiritualité, c'est éviter de tomber dans les pièges de ceux qui voudraient pouvoir réduire certains de nos travaux et certaines de nos réflexions à des délires intellectuels ou à des divagations métaphysiques ou je ne sais quoi d'autre. Ici, il n'est pas question d'afficher, de prôner, de faire du prosélytisme pour des valeurs religieuses ou spirituelles, ça n'a strictement aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de pouvoir trouver le langage à partir duquel une telle critique va être entendue. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, pour un grand nombre de personnes, la discussion se place très souvent sur le terrain de la spiritualité. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis que c'est une chose qui est là et qu'à partir du moment où elle est là, il faut pouvoir en discuter sans forcément renvoyer son interlocuteur dans son coin religieux ou spirituel, mais au contraire en essayant de comprendre par quelle modalité on peut établir une passerelle entre ces langages, le langage qu'on pourrait qualifier pour être schématique, matérialiste ou le langage spiritualiste. Je pense que c'est une frontière qui tend de plus en plus à s'estomper. Je pense que la plupart des analyses sérieuses aujourd'hui montrent bien à quel point ces deux dimensions matérielles et spirituelles sont jointes l'une à l'autre. Et je pense, pour terminer là-dessus, que si quelqu'un trouve critiquable le fait d'intégrer ces notions dans une analyse du capitalisme, devrait se demander dans ce cas-là d'où ils puisent leur concept de justice, si ce n'est dans cette transcendance. J'espère donc avoir répondu à la question qui m'a été posée, ou du moins avoir apporté un éclairage, c'était mon but. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt.